L'accordé à Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, les relations entre Ouagadougou et Abidjan sont en voie de rétablissement. Le président burkinabé est annoncé en visite à Abidjan dans les jours à venir. En Côte d'Ivoire, 2 soldats ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'organisation de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Enfin, les réformes politiques sont au cœur d'une rencontre qu'abrite Lomé depuis lundi dernier au Togo. Elle est organisée par le Haut Commissariat pour la réconciliation et pour le renforcement de l'unité nationale. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'information sur Sika que nous ouvrons par le Gabon où l'opération de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 27 août prochain s'est achevée ce mardi. Selon une source proche de la Commission électorale nationale permanente, 19 candidats ont déposé leur dossier. Aucune femme ne figure sur la liste. Au nombre des candidatures enregistrées par la CENAP, on dénombre celle du président sortant Ali Bongo Ondimba, des anciens premiers ministres Casimiro Yimba et Raymond Ndonga Sima, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guinzouban Dama, ou encore celle de Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Les manifestations se poursuivent au Mali. Les jeunes étaient de nouveau dans les rues ce mercredi à Gao malgré l'interdiction de manifestation décrétée par les autorités. Rappelons que les violences du mardi dernier ont fait au moins 4 morts et 35 blessés. Pour l'instant, le bilan de la manifestation de ce mercredi fait état d'une dizaine de blessés. Des précisions ici avec Alima Bentouré. Elle est la correspondante de Sika à Bamako. Elle est jointe au téléphone par la rédaction. Comme annoncé, les jeunes manifestants d'hier reprimés par la police nationale, la garde nationale et la gendarmerie ont également marché ce mercredi matin. La manifestation des jeunes patrouilleurs et des associations de la société civile qui disent non à l'installation des autorités intérimaires exigent leur prise en compte dans le DDR qui n'est autre que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants qu'ils sont et protestent contre la hausse du prix du carburant. Les populations, quant à elles, restent encore confinées en résidence, craignant les représailles des forces de l'ordre et leur sécurité vu que les crises sporadiques se font encore entendre dans la ville. On sait que la ville de Gao, par les moments qui courent, n'était pas en sécurité à cause des attaques terroristes. Les événements de ces 2 derniers jours en rajoutent à la confusion et à l'insécurité, ce qui a rendu nécessaire d'ailleurs le déplacement express des ministres de la sécurité, de l'administration territoriale et de la justice dans la cité des Askia afin de situer les responsabiliser. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu des morts? Aujourd'hui, on parle d'environ 10 blessés et le bilan pourrait encore s'alourdir. Alima Bentouré, est-ce que ce faisant, les jeunes maliens ne sont pas en train de mettre en péril l'accord de paix devant quand même régner au Mali? On sait déjà que l'accord de paix a du mal à être appliqué vu que les différentes positions n'arrivent pas à s'entendre. Mais ce qu'on craint déjà, c'est que les terroristes qui ne sont pas loin de la ville de Gao profitent de cette confusion générale et se mêlent à la partie. Chose qui va dégénérer la situation dans la ville de Gao où on sait déjà que la sécurité n'est pas de nous. À l'instant, Alima Bentouré, elle est en direct depuis Bamako, la capitale malienne. Elle était jointe par la rédaction de Sika, le Burkina Faso. À présent, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les relations entre Ouagadougou et Abidjan sont désormais excellentes. Les rapports entre les 2 pays sont restés tendus pendant plusieurs mois en raison du soutien du président ivoirien Alassane Ouattara, l'ex-chef d'État burkinabé Blaise Compaoré, en exil à Abidjan après avoir été chassé du pouvoir par la rue. Le président Kaboré est annoncé en visite dans les prochains jours dans la capitale ivoirienne. Le reportage. Le président burkinabé se rendra en Côte d'Ivoire fin juillet. Preuve de la fin des tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la toute première visite qu'effectuera Roch Marc Christian Kaboré en Côte d'Ivoire depuis son élection au pouvoir en 2015. Les 2 gouvernements se retrouveront à Yamoussoukro dans le cadre de ce qu'on a appelé le traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays. La coopération est très forte. Il y a eu plusieurs rencontres entre les 2 ministres
chargés de la sécurité et les différentes polices, dont il y a des échanges d'informations. Ces échanges d'informations ont permis à chacun des deux pays de bien avancer sur les enquêtes qui se mêlent respectivement à la fois sur les attentats de Grand Bassam côté ivoirien et sur les attentats de Ouagadougou côté burkinabé. Et il y a même eu des arrestations. La rencontre se tiendra du 27 au 29 juillet. Ce sommet régulier entre les deux pays voisins n'avait pas eu lieu en 2015 en raison des tensions diplomatiques. En effet, plusieurs dossiers ont empoisonné les relations entre eux depuis la chute du président burkinabé Blaise Compaoré, renversé par la rue après 27 années au pouvoir en 2014. Blaise Compaoré vit désormais en exil à Abidjan alors que la justice burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre lui pour l'entendre sur la mort de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. La Côte d'Ivoire toujours, des soldats qui ont côtoyé les djihadistes qui ont participé à l'organisation de l'attaque terroriste de la station balnéaire de Grand Bassam ont été mis aux arrêts. Au nombre de 2, ils sont accusés de violation des consignes militaires. Des détails ici dans ce élément. Il est reproché aux 2 soldats, dont un membre de la garde républicaine ivoirienne, d'avoir cohabité avec les djihadistes responsables de l'attaque de Grand Bassam. Pour leur défense, les 2 militaires ont déclaré aux enquêteurs que les djihadistes habitaient le même quartier qu'eux, mais qu'ils ignoraient qu'ils étaient des djihadistes. Fin juin, le ministre de l'Intérieur burkinabé Simon Compaoré avait indiqué qu'une dizaine de personnes ont été arrêtées depuis mai dans le cadre des attaques de Ouagadougou et de Grand Bassam. Il a par ailleurs indiqué que 3 d'entre elles étaient liées aux 2 attaques. Parmi les personnes appréhendées, la sœur du chauffeur principal du véhicule utilisé notamment pour transporter les djihadistes et le matériel ayant servi lors des attaques. Pour mémoire, l'attaque en mars de Grand Bassam avait fait 19 morts, dont 4 Français. C'était la toute première attaque de ce type perpétrée sur le territoire ivoirien. Elle a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Plus de 80 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête. Un accord censé ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale en Tunisie a été signé ce mercredi au palais présidentiel à Tunis en l'absence du Premier ministre Habib Essib, en rupture avec le chef de l'État. La signature de cet accord intervient après plus d'1 mois de pourparlers sous l'égide du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Précisons que le président tunisien était l'auteur d'un appel surprise, c'était le 2 juin dernier, en faveur d'un gouvernement d'union nationale. Le reportage. Intitulé Accord de Carthage, ce document signé par diverses formations politiques, mais aussi le patronat UTICA et le syndicat UGTT, entre autres, brosse un sombre tableau du pays à la fois sur les fronts économiques, sociaux et sécuritaires. Les signataires doivent désormais s'attendre dans un délai non précisé sur la composition d'un tel cabinet et sur l'identité du Premier ministre, ce qui pourrait nécessiter plusieurs semaines. L'initiative de Béji Caïd Essebsi a reçu un large soutien et les priorités adoptées font l'objet d'un consensus de la part de toutes les parties, a assuré dans un communiqué la présidence de la République tunisienne. La démarche a été lancée à un moment où la Tunisie connaît une crise politique, économique et sociale et à la lumière des défis dans la lutte contre le terrorisme, a-t-elle ajouté. Au cours du mois écoulé, des formations d'opposition comme le Front populaire, parti de gauche, et Al-Irada, parti de l'ancien président Monsef Marzouki, ont rejeté l'initiative. Mais la situation du pays la justifie pleinement, ont insisté les services du chef de l'État. Unique rescapé des printemps arabes, la Tunisie n'est pas encore parvenue à relancer son économie et a été frappée depuis 2015 par une série d'attaques djihadistes sanglantes. Les assassinats politiques ciblés se poursuivent toujours à Bujumbura, dans la capitale burundaise. Afsa Mossi, une ancienne ministre proche du président Pierre Nkurunziza, a été assassinée ce mercredi matin à Bujumbura. Actuellement députée au Parlement de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, Afsa Mossi a été assassinée dans un quartier à l'est de Bujumbura par 2 criminels qui étaient à bord d'un véhicule. L'Afrique du Sud à présent, des membres de l'Action de solidarité des Noirs ont manifesté ce mercredi dans le cadre d'un mouvement Black Lives Matter. Ces manifestants demandaient la fin des violences policières contre les Noirs aux États-Unis. Ces manifestations se sont tenues devant le consulat des États-Unis dans la ville de Cap. Suivons ici le témoignage d'un des organisateurs de cette manifestation.
Le BSE, en tant que collectif, se tient aux côtés de tous les Noirs opprimés dans le monde et voit la violence perpétrée contre les Noirs en Amérique comme une attaque directe envers les Noirs du monde entier. Ce sont nos frères, notre peuple, et cela nous rappelle Marikana, cela nous rappelle Andreas Tetton à Vicksburg, et cela nous rappelle les meurtres perpétuels de notre peuple. Observons un moment de silence pour exprimer notre respect envers notre martyr, notre héros, frère Micah X. Johnson. Le Togo a connu plusieurs crises sociopolitiques de 1990 à 2005, des crises qui ont engendré une méfiance entre les acteurs politiques de ce pays. Pour beaucoup de Togolais, seules les réformes politiques et institutionnelles peuvent corriger cette situation. C'est donc pour jeter les bases d'un consensus autour de cette question que le Haut Commissariat pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale réunit depuis lundi dernier à Lomé, la capitale togolaise, les acteurs de la vie sociopolitique au Togo. Le reportage de Ferdinand Gali. Nous apporter sur nos frères et sœurs un regard d'amour. Réfléchir et échanger sur les réformes politiques et institutionnelles au Togo. C'est l'objectif de la rencontre d'une semaine que le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a initié, dont les travaux ont démarré lundi à Lomé. La problématique n'est pas nouvelle. Elle a connu, reconnaissons-le, une dynamique avec les travaux de la CVJR dont nous louons la qualité des travaux. À la fin de son mandat, la CVJR a reconnu la complexité du sujet. Dans sa recommandation numéro 8, elle a proposé, et je cite, l'organisation d'une large réflexion sur la question en mesure d'assurer au Togo une gouvernance adaptée à ces réalités. Acteurs politiques, société civile, personnalités religieuses, professionnels des médias nationaux et internationaux, chefferies traditionnelles, syndicats, corps consulaires, diplomatiques, experts internationaux et autres sont conviés à ces assises de Ashkroun. Au regard des profils diversifiés des participants que vous êtes, je reste convaincu qu'à la lumière de vos conclusions, les attentes du peuple seront comblées. Les conclusions qui seront issues de cet atelier, selon le Premier ministre, doivent permettre d'aborder pour une fois de bon les questions des réformes politiques et institutionnelles qui agitent le Togo depuis plus de 2 décennies. Au Bénin, à présent, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, après une enquête menée au sujet de la situation de l'énergie électrique dans ce pays, a rencontré les hommes de médias ce mercredi matin à la faveur d'une conférence de presse. Cet hebdomadaire a livré le contenu de ses investigations. Le point sommaire des constats ici avec Herman Juste Madou Awanou. Il est journaliste à la rédaction de l'hebdomadaire La Croix au Bénin. Branchement frauduleux. Bon. Tout le monde est complice de la situation. Ce n'est pas nécessairement les agents qui le font, les électriciens aussi le font en complicité. Vous voyez par exemple des gens qui sont à côté de vous, qui n'ont aucun compteur, mais qui ont le courant dans la journée. Peut-être qu'en complicité avec un électricien, ils ont fait un branchement sur votre compteur et ils utilisent le courant comme ils veulent et vous payez. C'est des choses qui existent et qui sont réelles. Les gouvernements successifs s'acharnent sur la source d'énergie électrique parce que c'est juteux. C'est-à-dire, on investit beaucoup d'argent là-dedans. Exprès, nous n'avons pas évoqué dans ce dossier le nom de ces directeurs qui ont été accusés de détournement de plusieurs milliards de fonds. Dans un passé récent ou même lointain, il fallait être seulement ministre de l'énergie et vous avez une somme à gérer pour une année. Donc du coup, on s'intéresse à cela. On manque de maintenance pour les appareils. Le cas de Tori s'est présenté à nous comme le cas de Dangbo. Où bon, on installe, ça fait son temps et après on ne recharge plus les batteries, on ne change plus le matériel. Et les gens continuent de végéter dans le noir. Par rapport à Maria Cléta, je considère ce projet comme un éléphant blanc qu'on peut encore sauver. Le projet du gazoduc, c'est vrai que le Bénin a accepté ce partenariat de la CEDEAO.
Ben, on ne peut pas faire confiance à ce projet à 100% parce que c'est des pas vous allez vous attendre à des pas inattendus et à des réparations qui peuvent prendre du temps parce que le matériel n'existe pas sur le terrain. Ce sera tout pour cette édition de la soirée sur Sika. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.